Bien, je vous propose de commencer. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série de leçons du Collège de France, de la chaire de microbiologie et maladies infectieuses. C'est donc l'année universitaire 2019-2020. Ces cours vont se prolonger depuis cette date, donc du 4 décembre jusqu'à la fin du mois de janvier. C'est une année un petit peu particulière puisque c'est l'année de ma retraite, donc ça vous explique probablement directement le titre que j'ai donné à ces leçons cette année. Et donc ce que je vais essayer de faire globalement, c'est de non pas reprendre des détails d'analyse moléculaire ou cellulaire de processus infectieux comme on l'a souvent fait, encore qu'il y en aura un petit peu au passage quand même, mais de reprendre peut-être dans cette dernière année un certain nombre de thèmes qui ont été dominants ou que j'ai essayé de rendre dominants au fil de ces 12 ans en fait, d'existence de cette chaire de microbiologie et maladies infectieuses, particulier le thème de la physiopathologie moléculaire et cellulaire des infections. Je vais vous en parler aujourd'hui en prenant un exemple qui est l'exemple de ce modèle qu'on a développé dans notre laboratoire au fil des années, Shigella. Et puis on va reparler d'un certain nombre de problématiques comme les nouvelles thématiques dans le domaine des maladies infectieuses, mais aussi de l'interface hôte microbe. On parlera avec un regard ou des regards nouveaux, si possible, des maladies infectieuses émergentes. On parlera de la crise des antibiotiques, ou de la résistance aux antibiotiques plutôt, mais qui représente une crise pour les antibiotiques. Les vaccins, un certain degré aussi de crise dans le domaine vaccinal, on y reviendra. Et puis le dernier cours qui sera un peu le cours de clôture, c'est d'ailleurs un événement en règle générale avec la leçon inaugurale au Collège de France que j'ai intitulé Un monde sans microbes, et vous verrez pourquoi. Donc voilà, donc ce premier cours, en fait, j'ai décidé de vous parler de moi, pour la première fois, en fait, quasiment, à part lors de la leçon inaugurale, en tout bien, tout honneur, avec trois objectifs, au fond. L'un, c'est de montrer un peu par ma trajectoire ce qu'était, au siècle dernier, en fait, la transition d'un médecin vers le domaine de la science, avec ses bons et ses mauvais côtés, si je puis dire. Ça, ce sera un des points. Le deuxième, c'est je pense que c'était une opportunité de revenir un peu sur l'historique de cette analyse moléculaire, génétique, moléculaire, cellulaire, du pouvoir pathogène des bactéries. Et au fond, à l'occasion de mon éducation en biologie fondamentale à l'Institut Pasteur, de vous montrer un peu comment s'est effectuée la transition entre les organismes modèles et les pathogènes. Et puis la troisième ambition de ce cours, c'est bien entendu, comme je l'ai dit en tout début, de vous parler des mécanismes moléculaires et cellulaires et comment tout ce système s'est mis en place en insistant peut-être moins sur les mécanismes dans une certaine mesure que sur les périodes de transition, c'est-à-dire les grands moments, les articles souvent qui ont marqué une transition dans les approches, dans la vision du système, dans l'élargissement au fond du concept de cette analyse moléculaire et cellulaire. Donc ça, ce sera le cours. Et puis le séminaire, cette année, j'ai décidé aussi, au fond, de rendre hommage à mon institution, mon autre institution, qui est l'Institut Pasteur. Tous ces séminaires seront donnés par des collègues pasteuriens pour une raison ou pour une autre, avec lesquels j'ai eu des relations scientifiques particulières. Et donc, ce soir, ce sera Armelle Falipon, qui est directeur de recherche à l'Institut Pasteur, qui a travaillé dans mon laboratoire, qui est ma collaboratrice, ou une de mes collaboratrices depuis 30 ans maintenant, et qui vous parlera du vaccin Shigella, qui est un des aspects de notre laboratoire qui, au-delà des aspects d'analyse moléculaire, génétique, cellulaire, encore une fois, a marqué notre volonté de passer aussi à ce qu'on appelle maintenant la translation, c'est-à-dire à essayer de faire que ces données puissent être, au fond, transférées pour le bien de la santé des enfants, en particulier dans les pays faible niveau de vie, puisque la shigellose est une maladie qui est prévalente dans ces pays-là. Donc je vous présenterai Armelle après mon topo et elle vous fera son séminaire. Donc voilà, au fond, j'ai eu une belle vie jusqu'à présent. C'est pour ça que j'ai donné à ce cours l'itinéraire d'un microbiologiste gâté, en paraphrasant un film de Claude Lelouch, qui était d'ailleurs pas terrible, mais enfin bon, le titre, je trouve, est pas mal. Et donc vous dire un peu comment était, au fond, la vie d'un
d'un jeune médecin qui, encore une fois, dans les années 70, commençait à s'intéresser sérieusement, au-delà de ses études et de son travail médical, à la recherche. Et donc cette transition entre l'hôpital et le laboratoire. Et donc, en 2 mots, j'ai eu mon internat en 1973, service militaire ensuite, et à partir de 1974, j'ai commencé mon internat des hôpitaux de Paris en m'intéressant assez rapidement aux maladies infectieuses et parasitaires, aux maladies tropicales aussi. Et j'ai fait mon clinica d'ailleurs dans ce domaine des maladies infectieuses et tropicales. Mais c'est au fond dans cette période que je me suis intéressé assez rapidement à la recherche, à l'autre aspect, à l'aspect plus fondamental de ma discipline. Et quand je réfléchis bien, finalement, il y a 2 raisons particulières. Une qui est toujours un petit peu humoristique. Un de mes grands patrons m'avait dit, sans Sanity, si vous échouez dans votre carrière hospitalo-universitaire, vous pourrez toujours faire de la recherche, c'est pour ça qu'on a créé l'INSERM. Et ça, j'ai toujours retenu, parce que ça en disait très très long, et vous verrez qu'il y avait l'image inverse quand je suis arrivé à l'Institut Pasteur, ça en disait très très long sur l'idée que se faisaient les grands médecins, mandarins pour certains, de l'époque de la recherche. Et quand je suis arrivé à l'Institut Pasteur, je me suis aperçu assez rapidement que les chercheurs avaient à peu près la même idée sur les médecins, dans l'autre sens. Et ça a présenté finalement un cocktail assez intéressant. Mais ça, c'est l'aspect humoristique, mais c'était quand même une réalité. Et puis l'autre aspect, bien entendu, était un aspect plus sérieux, plus médical. J'avais été vraiment très frappé par 2 choses dans cette carrière hospitalière qui commençait. La première, c'était les infections dites opportunistes chez les sujets immunodéprimés. J'avais fait pas mal d'hématologie, pas mal de néphrologie, en particulier en unité de transplantation rénale. Et j'avais toujours été frappé, et on l'était tous d'ailleurs, depuis les médecins jusqu'aux infirmières, aux aides-soignantes, par ces drames, sans parler des familles des malades, bien entendu, où au fond une équipe, parce que c'est vraiment des équipes dans ces domaines, faisait un travail formidable de traiter une leucémie aiguë ou de greffer un rein ou une moelle. Et puis tout ça, en quelques heures, pouvait être détruit par une infection opportuniste dramatique. Donc ça avait été vraiment un choc et l'impression qu'au fond, quelque part, le malade, le terrain, l'immunologie, tout ça, c'était très important, mais que le microbe lui-même, souvent c'était des microbes très particuliers, était aussi certainement très important à considérer. Et ça s'est conforté en observant au fond que souvent déjà, dans les années 70, on avait du mal à traiter certaines de ces infections, en tout cas les infections bactériennes, parce que ces microbes étaient en train de devenir résistants aux antibiotiques. Et au fond, cette crise de l'antibiorésistance, elle a commencé au fond quasiment au moment où les antibiotiques ont commencé à apparaître. On a vu apparaître très vite des résistances. Et j'avais été frappé par un article, d'ailleurs c'était déjà sur Shigella, d'un chercheur japonais qui s'appelait Watanabe, qui avait montré dès le milieu des années 60, en fait, qu'on observait chez Shigella, qui était source d'épidémies absolument dramatiques dans le Japon d'après la guerre, qui était encore très très pauvre à cette époque-là, dans les années 60, on voyait très bien au fond une montée de la croissance, enfin une croissance de l'incidence de la résistance. Je vais peut-être y arriver. C'est cette courbe ici, là, qui était totalement corrélée à l'augmentation de la production d'antibiotiques. Et ça avait été vraiment le déclic du fait que, effectivement, cette utilisation croissante de l'antibiothérapie se payait très rapidement de la survenue de la résistance dans une espèce bactérienne, mais c'était la même chose chez les staphylocoques, chez les salmonelles et très rapidement chez les pneumocoques, pour parler de micro-organismes très, très, très pertinents. Donc tout ça m'avait incité à commencer à réfléchir au fond, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces microbes qui expliquent à la fois ces effets pathogènes délétères et qui expliquent cette installation, cette croissance du phénomène de résistance aux antibiotiques. Et donc il fallait apprendre la microbiologie, bien entendu, c'était pour moi limpide, et il fallait bien entendu trouver un endroit où apprendre la microbiologie. Il y avait un endroit pour apprendre la microbiologie, bien entendu, c'était l'Institut Pasteur, j'estime que c'est encore par la Mecque de la microbiologie, non seulement française, mais européenne et mondiale. Donc,
il fallait, d'une manière ou d'une autre, s'insinuer à l'Institut Pasteur, parce qu'à l'époque, avec quelques papiers cliniques, on avait probablement peu de chances de rentrer dans un laboratoire. J'avais quand même réussi, à l'occasion d'un stage à l'hôpital de l'Institut Pasteur, qui était, avec l'hôpital Claude Bernard, l'autre hôpital de maladies infectieuses de Paris et de la région parisienne. J'avais réussi à mettre mon pied dans la porte, comme disent les anglo-saxons, et au fond, j'avais été accepté par le professeur Chabert, que vous voyez ici avec Jacques Monod, à l'époque, dans son laboratoire, qui était un des grands laboratoires qui s'occupait effectivement de la résistance aux antibiotiques, mais en particulier des bases génétiques de la résistance aux antibiotiques. C'était un laboratoire qui était spécialisé dans les plasmides de résistance, dans tout ce qui était les éléments extrachromosomiques qui véhiculaient les gènes de résistance aux antibiotiques chez les bactéries, en particulier à gram négatif, mais aussi chez des bactéries comme les staphylocoques, par exemple. Donc ce laboratoire travaillait beaucoup sur ce qu'on appelait les groupes d'incompatibilité, commençait une véritable taxonomie et phylogénie de ces plasmides de résistance qui s'avéraient peu à peu accumuler des gènes successifs et devenir des supports de multirésistance chez certains de ces micro-organismes. Donc ça avait été vraiment mon mise de pied à l'étrier et au fond mon premier contact direct à la paillasse avec la génétique microbienne, alors que mon niveau en génétique microbienne était quand même relativement limité à ce stade. Et donc il y avait une chose à faire dans ce cas-là, j'ai mis que la fortune a souri à l'audacieux 2 fois, et c'est cette deuxième fois, il fallait, si on voulait véritablement se former, suivre le cours, ce qu'on appelait le grand cours, c'est-à-dire le cours de microbiologie de l'Institut Pasteur, qui avait été créé, comme vous le voyez sur cette diapositive, en 1889. C'était à l'époque le cours de microbie technique. Vous voyez que la microbiologie, ce n'est pas une discipline qui plaisait vraiment aux femmes à l'époque. Et vous voyez au premier rang deux géants de la microbiologie, Émile Roux et Metchnikov, qui étaient les directeurs de ce cours, de ce grand cours, ce qui deviendra assez rapidement le grand cours de microbiologie. Et un jour, mon professeur Chabert donc, a appelé le directeur scientifique de l'Institut Pasteur, qui était à l'époque Michel Goldberg, et lui a dit « Écoute, j'ai un médecin dans mon laboratoire, en stagiaire, il est plutôt moins bête que la moyenne des médecins, l'image inverse de ce que je vous ai raconté pour mon grand mandarin, et il faudrait absolument faire quelque chose pour qu'il puisse faire le cours de microbiologie de l'Institut Pasteur. » Et dans la semaine qui suivait, j'étais dans le bureau de Jacques Monod, qui était directeur à l'époque, et qui m'a offert une bourse, on appelait une bourse Roux, qui existe toujours d'ailleurs, pour m'arrêter 1 an en mon internat et faire ce grand cours. Alors, le cours de microbiologie, le grand cours, je l'ai fait en 1976-77. Vous voyez que ça s'était quand même relativement féminisé à l'époque. Et j'ai eu la chance de rencontrer à ce cours, elle dirigeait les travaux pratiques, une femme tout à fait exceptionnelle, qui est décédée cette année d'ailleurs, qui s'appelle Agnès Hüllmann, qui était une grande généticienne, qui était à la fois une grande scientifique et puis en même temps le témoin de cette époque absolument extraordinaire de développement de la génétique moléculaire, en particulier bien entendu à l'Institut Pasteur, qui a beaucoup marqué ma carrière. Donc voilà, le cours s'était bien féminisé, mais par contre, lorsqu'on regardait les équipes unités, chefs d'unité, chefs de service de l'Institut Pasteur, vous voyez que ce n'était pas encore terrible de côté féminisation, et malheureusement, ça n'est toujours pas, même si les choses se sont quand même relativement améliorées. Mais vraiment, on ne se rend pas compte de ce que c'était la situation encore il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années dans toutes ces institutions. Donc voilà un petit peu le début de toutes ces choses. Et ce cours, honnêtement, mérite toujours cette reconnaissance de qualité. On avait des enseignants absolument étonnants, certains d'entre vous probablement en connaissent plusieurs, et cette introduction à la génétique moléculaire était absolument exceptionnelle, ce d'autant qu'elle se situait dans les quelques années qui suivaient le prix Nobel de Lvov, Monod et Jacob, qui avait été vraiment la reconnaissance du rôle majeur que jouait ou qu'avait joué la microbiologie et la génétique moléculaire française dans ce domaine. Et donc,
j'ai appris des choses à ce cours, et à la fois pendant les cours et puis bien entendu pendant les causeries d'Agnès Ullmann dans les temps morts de nos expériences en travaux pratiques. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser véritablement à, disons, l'aspect dynamique de la génétique moléculaire, avec bien entendu, on apprenait de l'histoire de Josh Lederberg et d'Edward Tatum qui avaient au fond découvert la transmissibilité des caractères génétiques entre les bactéries avec ce fameux facteur F, tel que l'avait appelé Lederberg, qui permettait ce transfert, avec Hayes, qui était arrivé très très rapidement dans tout ça, d'Irlande, qui était venu d'ailleurs à l'Institut Pasteur. Hayes avait montré que ce transfert génétique, de caractère génétique, à l'époque on n'avait pas plus d'informations que cela, était unidirectionnel, et il avait réussi à isoler un, voire plusieurs mutants qui passaient ces caractères ces génétiques à très haute fréquence, qu'il avait appelé High Frequency of Recombination, ces fameuses souches HFR qu'on a tous utilisées aux travaux pratiques et que j'ai réutilisées moi-même dans un certain nombre de mes expériences, comme je vous le montrerai ultérieurement, pour montrer à quel point ce cours impactait véritablement sur les concepts et la pratique de la génétique, parce que les travaux pratiques étaient absolument d'un niveau exceptionnel. Et puis, bien entendu, j'apprenais ces choses qui m'avaient beaucoup plu, d'ailleurs, en tant que médecin et carabin, je dirais, c'est le fait qu'il y avait un sexe chez les bactéries, puisque les bactéries étaient capables de transmettre des éléments génétiques, et Elie Volman et François Jacob avaient fait cette expérience tout à fait intéressante où ils avaient pris cette souche HFR qui transférait des caractères à haute fréquence, mais en mettant des étapes dans cette expérience qui étaient des étapes où en fait, ils vortexaient la suspension bactérienne pour casser le transfert, et donc le faisaient par étapes, ce qui fait qu'ils avaient réussi à définir, du fait de l'unidirectionnalité, une cinétique d'acquisition par la bactérie receveuse des facteurs génétiques de la bactérie donneuse. Et au fond, en utilisant des souches HFR qui transféraient dans deux sens opposés, ils avaient réussi à cartographier à l'époque le génome d'Escherichia coli 12 sur la base d'un certain nombre de marqueurs métaboliques en particulier, mais ils avaient aussi par la même occasion démontré le caractère circulaire du chromosome bactérien, ce qui était quelque chose d'absolument inconnu à l'époque. C'est une série de découvertes absolument exceptionnelles qui vont fonder la génétique moléculaire, et puis en même temps des outils fantastiques pour continuer dans ce domaine. Et puis, Madame Ullmann, Agnès, était très amie avec un chercheur américain qui s'appelait Stanley Falco, et Stanley, qui avait beaucoup d'humour, avait dit et écrit d'ailleurs que, en fait, c'était un Américain qui avait découvert le sexe chez les bactéries, mais qu'il avait bien entendu fallu deux Français pour démontrer les subtilités de cet exercice chez les microbes, et il riait beaucoup quand il racontait ça, et ça faisait beaucoup rire effectivement son auditoire. Il y avait même des caricatures qui étaient associées à ça, d'Elie Volman, tout à fait ressemblantes d'ailleurs. Mais surtout, Stanley, en 1975, avait publié un livre qui s'appelait Antimicrobial Multiple Drug Resistance, qui était une espèce de recueil à ce moment-là de tout ce qui était connu sur la génétique moléculaire de la résistance bactérienne aux antibiotiques. C'était vraiment une espèce de moment de référence sur le domaine. Sauf que moi, bon, ça m'intéressait, ça continuait à m'intéresser, ces histoires de résistance aux antibiotiques, mais je commençais vraiment à me poser des questions sur le fait, est-ce que tout ça ne pourrait pas servir à aussi essayer d'analyser les pathogènes au-delà de ces micro-organismes modèles. Et les derniers chapitres de ce livre, les deux derniers chapitres en fait, de ce livre étaient sur la génétique de certains plasmides qui, chez certaines souches d'Escherichia coli, pouvaient porter des facteurs d'adhésion, des gènes codant pour des toxines. Donc, tout doucement, les choses commençaient à se construire dans ma tête et dans ce domaine en général. Et puis, il a fallu passer l'examen, à un moment ou un autre. Là, j'ai toujours sorti ce petit document que j'aime beaucoup, c'était mes révisions de l'examen, des courbes de croissance bactérienne, des cinétiques enzymatiques pendant une garde de réanimation.
Et le papier de l'assistance publique, vous voyez, a servi à ma formation scientifique. Et on a passé l'examen, j'ai passé l'examen, bien entendu, alors ça c'était quasiment un rite de passage à l'Institut Pasteur. Alors, certains d'entre vous connaissent ça par cœur, d'autres peut-être pas. Il fallait avoir compris et être capable de décrire ce qu'on appelait l'expérience pyjama. En fait, l'expérience pyjama, c'était de façon télescopée la première syllabe des noms de Pardy, Monod enfin Pardy, Jacob et Monod. Alors, dit comme ça peut paraître drôle. Dans la réalité, c'est un des papiers fondateurs de la biologie moléculaire, enfin de la génétique moléculaire moderne, puisque c'est le papier qui, au fond, a permis de définir le fait qu'il y avait deux types de gènes dans un chromosome microbien. Il y avait les gènes qui codaient pour des protéines de structure, des enzymes, en particulier la bêta-galactosidase, le gène LACZ, qui était un peu le gène modèle, et puis des gènes régulateurs. Et au niveau de ces systèmes de régulation, bien entendu, il y avait ce fameux opérateur qui était éventuellement bloqué ou débloqué par l'existence, encore une fois, à ce stade de produits dont on ne savait pas très bien si c'était de l'ARN, si c'était des protéines, tout ça. Mais tout ça a fondé non seulement les aspects de régulation, mais aussi, à cette époque-là, il faut imaginer qu'il n'y avait pas encore la connaissance de l'ARN messager. Et en fait, c'est dans les mois qui ont suivi ce travail que François Gros et Sidney Brenner, dans des laboratoires différents, ont découvert l'ARN messager. Le problème de l'ARN messager des prokaryotes, des bactéries, c'est qu'il est très instable. Et donc, il échappait véritablement à cette démonstration. Il a fallu des tonnes de P32 pour essayer d'arriver à ce genre de conclusion. Et c'est quand même des moments absolument exceptionnels dans ça. Et donc, tout ça, c'était quasiment un catéchisme au grand cours de l'Institut Pasteur. Vous étiez formé à ça et vous trembliez d'émotion en entendant toutes ces histoires. C'est une réalité, rétrospectivement, je ne regrette pas, comme vous voyez, d'avoir pu faire ce cours. Alors, ce qui était assez, encore une fois, tentant pour un médecin, c'était de se dire, au fond, tous ces micro-organismes modèles, c'est bien, Escherichia coli K12, bon, mais qu'en est-il des pathogènes? Qu'en est-il des micro-organismes pathogènes? Et là, on avait vraiment ce que j'ai appelé une boîte à idées, finalement aussi une boîte à outils pour faire tout ce travail d'analyse. Encore fallait-il l'adapter éventuellement à d'autres micro-organismes, en particulier à des pathogènes qui n'étaient pas parfois aussi, entre guillemets, faciles à travailler qu'Escherichia coli K12. Néanmoins, c'était véritablement un arsenal formidable. Et cette notion de plasmide et de capacité pour ces épisomes, tels qu'on les appelait à l'époque, de transporter des gènes étrangers, devenait un thème important qui, bien entendu, était important dans la compréhension de la virulence ou de la résistance aux antibiotiques, parce que ça voulait dire que certains éléments génétiques pouvaient passer d'une microbe à un autre et apporter un gène qui, auparavant, n'existait pas dans ce micro-organisme. Donc tout ça, c'était vraiment une espèce de porte ouverte et pour moi, presque, je dirais, beaucoup d'entre nous, un coffre à jouets pour commencer ce qu'on avait un petit peu en tête. Et donc, au fond, il y avait certes la résistance aux antibiotiques, mais il y avait très rapidement cette notion qu'au-delà de la résistance aux antibiotiques, la résistance aux antibiotiques, c'était presque facile parce que montrer qu'une microbe est résistant aux antibiotiques, on fait un antibiogramme, on le fait pousser dans un tube, il pousse pas. La pathogénicité, ça devenait quelque chose d'un petit peu plus compliqué parce que les phénotypes étaient à définir, à mettre en place et véritablement à standardiser pour le laboratoire. Néanmoins, ces choses-là étaient bien entendu sur les rails. On était là à la fin des années 60, début des années 70, et vraiment, les choses pouvaient commencer à se mettre en place. Donc à la fin de ce cours, ce qui était intéressant, c'est que Pierre Thiollet, qui est à l'époque un grand virologue, c'est l'homme du vaccin de l'hépatite B, et Pierre, à l'époque, nous faisait un dernier travaux pratique à la fin du cours sur les enzymes de restriction qui venaient d'être reconnu, identifié en particulier par Hamilton Smith aux États-Unis, et nous faisait commencer à faire un premier clonage qui venait d'être mis au point par Stanley Cohen à Stanford. C'était vraiment, déjà, on sentait que
cette génétique moléculaire classique avec ces transferts, ces souches HFR, on sentait que tout ça, c'était déjà en train peut-être un petit peu de se ringardiser et qu'on allait assister à une nouvelle étape de la biologie moléculaire qui était celle véritablement de l'analyse de l'ADN et du clonage des gènes et éventuellement donc d'étapes qui seraient à venir, et la suivante étant bien entendu le séquençage de ces gènes. Mais donc tout ça a été, je me souviens que mon cadeau de Noël cette année-là, ça a été le Molecular Biology of the Gene de Jim Watson. Quand j'ai demandé ça à ma famille, ils m'ont regardé d'un drôle d'air, mais bon, bref, ça a été ma Bible pendant pas mal d'années. Et tout ça, bien sûr, c'était la suite de ces cours de l'Institut Pasteur, et je parle pour moi et pour tous les autres qui, bien entendu, en ont bénéficié. Mais au fond, on avait une vision peut-être un petit peu biaisée des choses, et pour rendre justice, j'aime bien en science retrouver certains éléments où vraiment il y a des personnes ont eu une vision à un moment absolument fulgurante, même si parfois le soutien technologique était encore insuffisant à ce stade pour la mettre en évidence. Et au fond, je reprends souvent l'exemple de la réflexion, ce que la réflexion bien menée peut apporter dans des hypothèses qui éventuellement attendront un certain temps avant de pouvoir être définitivement démontrées, mais qui au moins ont le mérite d'orienter les choses dans la bonne direction. Et dans Le destin des maladies infectieuses, en fait, Charles Nicolle, qui fait en fait une compilation de ses cours en Collège de France, écrivait « Il y a donc de bonnes raisons de penser que la virulence est liée à un support matériel ». On est en 1928 là. Ne la voyons-nous pas subir parfois des variations brusques auxquelles on peut donner légitimement le sens et le nom de mutation, et ces variations subites se traduire en dehors de l'adaptation à un être nouveau par l'acquisition de propriétés pathogènes nouvelles vis-à-vis de l'espèce animale qu'elle infecte. Donc, en fait, comme je le mets au pied de cette diapositive, tout y est dans la réflexion, sauf l'essentiel. C'est quoi ce matériel ? Et ça, en 1928, on ne savait pas. Cette diapo, elle est importante parce que je pense que c'est un tournant vers la biologie moléculaire moderne qu'on a tendance à un petit peu oublier. D'ailleurs, aucun de ces individus n'a eu le prix Nobel pour des raisons qui continuent à m'échapper. La première, on est en 1928, en même temps que le petit paragraphe que je viens de vous lire de Charles Nicolle. Et au Royaume-Uni, il y a un chercheur qui s'appelle Frederick Griffith. Et Frederick Griffith, il s'intéresse aux pneumocoques. Beaucoup de chercheurs travaillaient sur le pneumocoque dès la fin du XIXe siècle. Et lui avait vu qu'il y avait deux types de pneumocoques. Il y avait des pneumocoques lisses, en surface, qui en fait étaient des pneumocoques capsulés, et puis des pneumocoques qu'on appelait rough, qui en fait n'avaient pas ce côté lisse et brillant lorsque les colonies poussaient sur la boîte. Et donc ce qu'il avait fait, c'était de montrer, bien sûr, mais ça c'était connu depuis longtemps, que les souches lisses capsulées, lorsqu'on les inoculait à la souris, elles tuaient les souris, que les souches rough vivantes, mais non capsulées, ne tuaient pas les souris, donc étaient totalement avirulentes, sans aucun pouvoir pathogène. Puis ensuite, ce qu'il avait fait, c'était de prendre une souche rough, par exemple, et vivante, de la mélanger avec des souches lisses mortes, donc qui avaient libéré leur contenu, quel qu'il soit. Et ce qu'il voyait, c'est que quand il prenait cette soupe de culture de bactéries rough vivantes exposées à des bactéries lisses mortes, ça tuait la souris. Donc, il avait parlé d'un processus de transformation, c'est-à-dire que les bactéries mortes étaient capables de transformer ces bactéries rough en bactéries virulentes, donc elles leur avaient transformé leur capacité de devenir des souches virulentes. Donc ça, c'était la première, je pense, épisode clé, et ça, ce sont des grands papiers qui ont, je crois, fondé non seulement la génétique en général, bactérienne, mais aussi la génétique de la virulence, puisque, au fond, c'est grâce à un phénotype de virulence qu'on a pu en arriver là. Et donc, le deuxième papier va venir en 1943-1944,
C'est ce fameux papier, article dans le Journal of Experimental Medicine, donc par le groupe de l'université Rockefeller à New York, d'Oswald Avery, de Colin MacLeod et de Maclean McCarthy, qui, au fond, reprend les expériences de Frederick Griffith et y ajoute une chose, c'est-à-dire qu'il purifie différentes fractions bactériennes, y compris de l'ADN, et s'aperçoivent que c'est l'ADN qui transmet à la souche Ruff, l'ADN en tout cas est extrait, précipité et purifié de souches lisses, c'est cet ADN-là qui transforme la bactérie Ruff en une bactérie lisse virulente. Et donc cette expérience, elle a un double intérêt. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'ils n'aient pas eu le prix Nobel. Un, elle démontre que la pathogénicité microbienne est portée par l'ADN et que ces caractères génétiques transférés, c'est véritablement l'ADN qui les transfère. Et deux, ça montre qu'au fond, c'est l'ADN qui est le support de l'information génétique. Comme découverte, on peut peut-être considérer que c'était quelque chose de relativement important. Donc c'est un papier fantastique que j'incite les jeunes à relire parce qu'on a toujours un peu l'impression que la science a commencé dans le dernier numéro de Nature ou de Cell. En l'occurrence, là, c'est vraiment pas le cas. Ceci dit, il a fallu attendre 1952 et le travail de Hershey et Chase avec les bactériophages, avec le phage T2 en particulier, pour que la communauté accepte l'idée que le transfert de l'information génétique était définitivement lié à du transfert d'ADN. Il l'avait fait avec bactériophages dont le génome était marqué avec du P32 et montré qu'au fond, ce qui était absorbé, entre guillemets, et qui transformait la bactérie réceptrice, c'était l'ADN et ce n'était pas les protéines du bactériophage. Donc ça a été des moments, je trouve, de grâce et des moments extrêmement importants dans la compréhension à la fois, en même temps, au fond, les deux étaient fusionnés d'origine de ce qu'étaient les gènes matériellement et de ce qu'était le support de la pathogénicité. Alors très vite, dans les années 60, à côté de ce travail qui se mettait en place sur les antibiotiques, il a commencé à y avoir des travaux sur le support génétique de la pathogénicité des bactéries, en particulier on les appelait les Horskov, c'était un couple au Danemark, à Copenhague, qui avait montré que les souches de colibacilles pathogènes chez le veau et chez le porc, en fait, exprimaient à leur surface ce qu'on appelait des fimbriés ou des pili, et en fait avaient déjà montré que ces fimbriés, ces pili étaient soutenus, enfin codés par des plasmides qu'on pouvait éventuellement, même si c'était souvent difficile, transférer. Et puis, j'ose l'appeler mon ami, Werner Goebel en Allemagne, très vite s'était intéressé aussi, à la fin des années 60, aux hémolysines, d'Escherichia coli en particulier, et avait très bien montré que ces hémolysines étaient codées par des plasmides. Et tout ça, ce sont un peu des papiers fondateurs de la discipline. Mais, quelque part, entre guillemets, c'était pas... Je pense qu'ils n'aimeraient pas m'entendre dire ça, mais c'était pas très aventureux parce qu'on restait dans le coli. Et je pense qu'un des premiers vraiment papiers fondateurs, je dirais, de la sortie d'Escherichia coli, out of coli, ça a été chez le vibrion colérique et la démonstration par des méthodes classiques de génétique du fait que la toxine colérique était codée par un gène qui pouvait être transféré et de ce fait isolé et identifié comme tel. Donc ça, c'était au fond des gènes structuraux, des gènes qui codaient pour des facteurs de virulence, des pili, des hémolysines, des toxines, comme la toxine de vibrion colérique. Mais très vite, et on parlait tout à l'heure, le papier pyjama, deux sortes de gènes, les gènes régulateurs et les gènes de virulence, très vite, on s'est aperçu que les micro-organismes n'étaient pas, même espèce pathogène, n'étaient pas toujours du même degré de virulence ou n'exprimaient pas la virulence dans certaines conditions environnementales, changement de température ou autre, et l'exprimaient éventuellement dans d'autres conditions. Et un des premiers à véritablement avoir capitalisé sur ce concept et l'avoir démontré clairement,
chez Vibrio cholerae, encore une fois. C'est un chercheur qui est aussi un très bon ami à Harvard, aux États-Unis. À l'époque, il était à UCLA, qui s'appelle John McElanos. Et John a véritablement montré qu'un gène régulateur, il a identifié TOXR, qui était le premier gène qui régulait l'expression de la toxine cholérique chez Vibrio cholerae. Et il y a 5 ans, quand François Jacob est décédé, on a fait une journée, bien entendu, pour honorer sa mémoire. Et j'avais demandé à un certain nombre de collègues étrangers de faire en anglais, on dirait un statement sur ce que François Jacob et son école avaient apporté à leur discipline et à leurs travaux, et très gentiment, et je pense vraiment en toute bonne foi, John avait fait cette déclaration ici que vous voyez sur le fait que c'était vraiment les travaux de François Jacob qui l'avaient incité à s'intéresser au fond à la régulation, alors que d'autres à ce stade s'intéressaient essentiellement aux effecteurs, aux facteurs produits et non pas à la régulation génétique de leur expression. Donc voilà un petit peu, je dirais, la proto-histoire quelque part dans laquelle je me suis moi-même trouvé immergé à cette époque, qui vous montre un peu comment et pourquoi les choses se sont déployées dans cette direction. Et donc, quand je m'a passé ces cours de Pasteur, j'ai commencé mon DEA, j'ai changé de laboratoire en très bons termes avec Yves Chabert, mais bon, il avait bien vu que les antibiotiques, ça n'allait pas être mon truc. Et je suis passé dans un laboratoire qui était le laboratoire des entérobactéries de Léon Leminor, parce que j'avais envie de travailler sur une bactérie à gram négatif. Alors moi aussi, je n'ai pas été très aventureux quelque part, parce que j'ai choisi Shigella, qui est certes un pathogène extrêmement virulent, puisque c'est un micro-organisme, Armel vous en reparlera dans sa présentation, qui cause la dysenterie bacillaire, donc, qui est une maladie qui peut être éventuellement mortelle chez les enfants, encore une fois en particulier dans les pays à faible revenu, où l'hygiène est insuffisante. C'est une maladie du péril fécal, c'est un microbe qui est transmis par les mains et qui se développe donc dans le côlon. Et son mode de pathogénicité, c'est sa capacité d'envahir les cellules épithéliales du côlon, c'est-à-dire de rentrer dans les cellules épithéliales. Vous le voyez sur ce modèle cellulaire. Je parlais tout à l'heure de modèle, ça a été ça la pathogénicité, ça a été de développer, en parallèle avec ce qui pouvait se faire sur la résistance aux antibiotiques, de développer des systèmes qui permettaient de montrer, de faire émerger ces phénotypes de virulence, et bien entendu la capacité de se coller, d'adhérer à des cellules, ou la capacité encore mieux d'envahir des cellules, était quelque chose qu'il fallait bien entendu vérifier. Lorsqu'on faisait un mutant, s'assurer qu'il avait perdu ce phénotype d'invasion. Donc on avait à développer ce type de système, et j'y reviendrai parce que ça a été probablement un des éléments importants dans le progrès, je dirais, de la discipline. Donc Shigella, oui, pas trop aventureux, parce qu'en fait Shigella, c'est ce qu'on appelle un pathovar d'Escherichia coli. Avec Escherichia coli, vous avez le modèle de base du salon, qui est l'Escherichia coli K12, par exemple, qui avait été utilisé comme micro-organisme modèle dans l'aventure de la génétique moléculaire. Et puis vous avez des pathovars qui ont des capacités différentes. Alors les colientérotoxinogènes, par exemple, ils font des fimbriers, ils adhèrent à la surface des cellules, ils produisent une toxine qui est proche de la toxine colérique, et c'est comme ça qu'ils causent la diarrhée chez l'humain ou chez le porc ou chez le veau. On a des Escherichia coli entéropathogènes qui vont adhérer très violemment à la surface des cellules, mais qui ne les envahissent pas, mais qui causent néanmoins une réduction de la surface d'absorption et qui causent donc la diarrhée. Et puis on a des colibacilles invasifs, et en particulier un pathovar particulier qui est Shigella, avec un certain nombre de sous-groupes, Shigella flexneri, Shigella sonei, qui sont les plus fréquents, ou les plus fréquemment en tout cas isolés dans les épidémies. Donc le sujet était là, et il y avait déjà un certain nombre de groupes, y compris Stanley Falco, qui à l'époque au Walter Reed Army Institute of Research à Washington, avait commencé à essayer de bricoler les shigelles pour essayer, au fond, to crack the nut, comme disent les Américains, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Et il y avait déjà une bonne liste de papiers qui, pour l'essentiel, étaient des papiers, tous avaient échoué véritablement
en particulier dans la capacité de pouvoir prendre une souche d'Escherichia coli et puis de lui transférer éventuellement des gènes de Shigella et d'en faire une Shigella. Donc tout ça, ça avait échoué parce qu'il manquait une pièce importante dans le dispositif. Et cette pièce importante dans le dispositif, j'ai eu la chance de la découvrir. Ça a été quelque part le début de ma carrière en tant que scientifique, je dirais, indépendant. C'est qu'en fait, l'élément essentiel de l'invasion des cellules, de l'entrée dans les cellules, était porté par un plasmide et que tout le monde, bien entendu, était passé à côté du plasmide pour deux raisons. Première, c'est qu'il était très grand. À l'époque, on avait beaucoup de mal à isoler des plasmides de plus de 200 kilobases. Seuls les gens d'agrobactérium, les gens des bactéries, des plantes, savaient le faire. Et j'ai eu la chance chez Léon Leminor de trouver un collègue qui faisait ça et il m'a appris à isoler des grands plasmides. Et puis le deuxième problème, c'est que ce plasmide n'était pas autotransférable. Au fond, ces espèces de plasmides géants sont quasiment des mini-chromosomes et ne sont pas autotransférables. Et donc, tout le monde était passé à côté de ce plasmide jusqu'à présent. Et donc, j'ai montré la présence de ce plasmide chez Léon Leminor. Et puis, ça a fait l'objet, bien entendu, mon stage postdoctoral avec Sam Formol, dont je parle aussi avec beaucoup d'émotion parce qu'il est décédé maintenant il y a 2 ans, qui est un type exceptionnel. Et on a montré que, effectivement, un grand plasmide était responsable de l'invasion des cellules épithéliales par Shigella. J'ai réussi à le transférer. Il n'était pas autotransférable, donc ça nécessitait un peu d'acrobatie génétique, mais ça a marché. Et puis surtout, j'ai repris mes cahiers de manip du grand cours de l'Institut Pasteur. J'ai fait des souches HFR qui transféraient leur génome dans les deux sens, ou en tout cas certaines qui transféraient dans un sens et d'autres dans l'autre. Et avec ça, j'ai réussi, étape par étape, avec Sam et mon copain Larry Hale, à reconstruire, à partir d'un K12, une souche de Shigella qui était totalement virulente, à la fois dans le modèle cellulaire d'invasion, mais aussi dans les modèles in vivo chez l'animal. Donc ça a été un peu, je dirais, de la protogénomique, puisque avec les moyens du bord de l'époque, on a réussi à reconstruire une bactérie totalement virulente à partir d'un Escherichia coli qui, bien entendu, a priori, était totalement avirulent. Donc ça, c'était la base du travail, et ça a été la base du travail dans beaucoup de systèmes, chez Salmonelle, chez les staphylocoques. On a vu très très rapidement apparaître l'importance des plasmides en tant qu'élément intrinsèque de la virulence de ces micro-organismes, ne comprenant pas très bien finalement pourquoi chez certains microbes, ces gènes de virulence persistent sur des plasmides de façon épisomique, et d'autres se sont depuis très longtemps intégrés dans le génome et se sont stabilisés, soit venant de plasmides, soit éventuellement venant de bactériophages. C'est ce qu'on appelle maintenant les îlots de pathogénicité. Et la dynamique de ces modifications n'est pas encore très claire. Ce qu'on sait par exemple, c'est que si on intègre le plasmide de virulence de Shigella dans le chromosome, la bactérie devient avirulente. Donc il y a sûrement des raisons en matière de régulation de l'expression des gènes qui nécessitent cette indépendance physique, mais pour l'instant, ça, ce sont des éléments qui sont encore en question. Donc je suis rentré à l'Institut Pasteur, j'ai monté mon laboratoire. À l'époque, j'avais l'hôpital, le sida en particulier, qui commençait à émerger, ce qui fait que je n'avais pas toujours ma tête à moi pour le laboratoire. Mais enfin, j'ai eu la chance d'avoir très très vite des collaboratrices et des collaborateurs exceptionnels que vous voyez là sur les photos. Et on a pu commencer véritablement avec Tony, qui était mon premier postdoc américain d'ailleurs, avec Bernadette, qui était une de mes premières étudiantes, avec Hélène et Joël, commencer à mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça et à commencer à essayer de comprendre ce qui se passait véritablement à un niveau maintenant plus résolutif sur le plan génétique. Et entre parenthèses, Tony était un généticien, ou est un généticien des prokaryotes absolument exceptionnel. Alors, on a commencé tout doucement aussi à s'orienter vers la biologie cellulaire, parce que les bactéries, il fallait passer par des cellules pour voir les choses. Et quand on regardait ces cellules en train de se faire infecter, envahir par des Shigella, on commençait à voir des choses bizarres arriver, non pas à la bactérie, mais à la cellule elle-même. Et ça a été vraiment un jeune chercheur à l'époque, qui s'appelait Philippe Clerc, qui a mis beaucoup, avec nous, en fait, au point de modèles qui permettaient de montrer en fait, ces grands changements de la surface cellulaire lorsque les bactéries envahissaient les cellules épithéliales, et puis surtout qui a mis très vite le doigt
sur le rôle important que jouait l'actine. Là, vous le verrez, elle est fluorescente, donc vous voyez ce gros amas vert très dynamique, ça correspond à une polymérisation massive des filaments de l'actine sous-corticale de la cellule eucaryote, qui en fait était l'élément moteur de cette absorption, endocytose du micro-organisme par la bactérie. Donc ça a été notre première escapade, je dirais, vers la biologie cellulaire, avec beaucoup de modestie, bien entendu. Et puis on avait à l'époque, on a toujours eu des très très bons microscopistes électroniciens, mais là on en avait une qui était particulièrement exceptionnelle, qui est une femme formidable qui s'appelait Antoinette Ritter, qui est décédée maintenant. Et avec elle, on a montré très rapidement que Shigella était particulière, parce que comme vous le voyez sur cette photo, vous avez deux éléments en un. Elle était dans une vacuole de phagocytose, mais elle s'échappait très vite de la vacuole de phagocytose. Et ça, il n'avait jamais été montré que des bactéries pouvaient vivre à nu, je dirais, à l'intérieur du cytosol cellulaire. Et ça a permis de développer un certain nombre, ou d'identifier un certain nombre de phénotypes qui sont caractéristiques de microbes qui vivent directement en contact avec les éléments du cytosol et qui ne sont pas à se réguler pour survivre dans des vacuoles d'endocytose où les conditions de vie pour un microbe sont parfois extrêmement difficiles, surtout quand ces vacuoles viennent se fusionner avec des lysosomes et qu'elles se retrouvent avec des activités enzymatiques très délétères. Et donc ça a été un élément d'avancée dans la réflexion sur le mode de vie intracellulaire des bactéries, ce d'autant plus que très vite, on s'est aperçu que les bactéries bougeaient à l'intérieur des cellules. Et ça n'avait jamais été montré non plus. Et on a vu, c'était un travail avec une postdoc italienne, Lina Bernardini, et avec Joël Moulier en particulier, que lorsque les bactéries rentraient dans les cellules, le temps qu'elles rentrent et qu'elles lisent leur vacuole de phagocytose, elles commençaient à bouger à l'intérieur des cellules et que ce mouvement était en fait lié à la formation de ces espèces de traînées ici qui sont en fait des comètes d'actine et dont la dynamique de la polymérisation en fait faisait avancer le microbe à l'intérieur de la cellule. Et vous voyez ici avec des bactéries qui expriment la GFP, donc qui sont vertes, vous voyez, c'est accéléré, bien entendu, le mouvement de ces bactéries à l'intérieur des cellules et souvent la capacité qu'elles ont de former des protrusions comme des doigts de gants qui leur permettaient en fait de passer d'une cellule à une autre. Et ça a été là aussi une révélation sur le fait qu'une bactérie pouvait infecter une cellule, mais qu'à partir de cette cellule mère, si je puis dire, elle pouvait disséminer à des cellules filles et à créer un foyer infectieux en fait, qu'on pouvait reconstituer in vitro dans des modèles de cellules confluentes. Donc ça a vraiment été un moment important, et d'autant plus important que ça a été mon premier contact avec la biologie cellulaire, et il a été un peu rude parce que la première review, enfin le premier expert qui a analysé ce papier, je me souviens de la première ligne de sa revue, c'était « c'est le plus bel artefact de biologie cellulaire que j'ai jamais observé ». Alors, d'un côté, j'étais fier parce qu'on nous considérait comme faisant de la biologie cellulaire, mais quand il a fallu expliquer à mes collègues que les experts pensaient que c'était un artefact, ça a été un tout petit peu plus douloureux. On a quand même persisté. Heureusement, François Jacob nous avait aidés à publier ce papier parce qu'il avait cru dans notre histoire. Et ça a été, au fond, cette notion de mouvement intracellulaire dépendant de l'actine a considérablement, au fond, aidé. Et ça a été vite le cas dans d'autres systèmes, en particulier avec l'Hystéria monocytogénèse, par exemple, travaux qui ont été faits en particulier par Pascal Cossard dans notre institut, un des éléments importants qui a été au fond fondateur de ce qu'on a appelé la microbiologie cellulaire, dans un terme un peu elliptique, mais qui dit un peu ce qu'il veut dire. Et cette notion de motilité intracellulaire des bactéries a vraiment considérablement aidé, d'abord parce que dans un institut qui était très axé sur ce qu'on appelait la belle manip, l'expérience pyjama, l'imagerie, ce n'était pas nécessairement considéré comme quelque chose de très noble, et cette pathogénicité a permis finalement d'anoblir un petit peu la discipline d'imagerie, parce que finalement, les gens, quand ils voyaient ces images-là, étaient assez impressionnés. C'était des systèmes où, avec Pierre Gounon, on
on mettait en place le système d'invasion avec la formation de ces protrusions. Grâce aux comètes d'actine, on éliminait les lipides cellulaires et on voyait ces espèces de constructions avec des bactéries au bout qui étaient très, très impressionnantes. Là, en fait, on a pu voir la dynamique et la polarité des filaments d'actine. Alors, on était devenu célèbre, je ne sais plus si c'était avec Joël Mounier qu'on faisait ça, parce que pour faire ça, on marque, il faut extraire la myosine S1 très, très rapidement de muscles frais et faire la fixation et le marquage. Et ensuite, bien entendu, on peut faire l'observation quand on veut, mais la myosine S1 devait être extrêmement fraîche. C'est que la myosine se lie et décore les sous-unités d'actine lorsqu'elles sont polymérisées. Donc on avait repéré un tripier rue Le Courbe qui se demandait véritablement pourquoi on insistait aussi lourdement pour avoir un lapin qui avait été abattu récemment. Mais il nous fallait des muscles frais, et c'est grâce à ce tripier, on n'a jamais mis comme co-auteur d'ailleurs, on aurait dû, qu'on a réussi à faire ces magnifiques marquages de ces traînées d'actine qui donnaient vraiment une idée de la dynamique du système et qui ont permis aussi de démontrer que ces bactéries, justement grâce à ces processus de motilité, étaient capables, dans des modèles cellulaires par exemple, comme vous le voyez en bas à droite, de non seulement bouger à l'intérieur des cellules, mais passer d'une cellule à l'autre sans avoir à accéder au milieu extracellulaire, et ce qui donnait une idée de ce qui devait se passer en fait dans le tissu colique au cours de l'infection chez les individus qui étaient en cours de Shigellose. Donc voilà un petit peu les éléments qui ont été importants dans ce domaine qui s'est ensuite enrichi bien entendu de l'analyse moléculaire. Quels composants de la cellule, et on a pu montrer qu'un certain nombre de ce qu'on appelle des actin binding proteins, en particulier le complexe ARB2-3, NWASP, étaient des éléments intrinsèques à la construction et à la dynamique de ces traînées d'actine, et au fond à cette pression physique qui permettait aux micro-organismes de progresser à l'intérieur des cellules et de passer d'une cellule à l'autre. Donc ça a été un peu les éléments qui ont été fondateurs par le modèle Shigel en particulier, mais encore une fois dans d'autres systèmes, de ce qui a été appelé la microbiologie cellulaire. Mais je voudrais insister aussi sur quelque chose, l'histoire souvent on a un peu tendance à négliger l'importance des technologies. Dans tout ce domaine de la pathogénicité, très souvent, l'image a précédé la découverte d'un mécanisme. Bien souvent, en science, on utilise l'imagerie pour confirmer des données moléculaires initiales. Là, c'est très souvent l'imagerie qui a tiré les choses. Et il y a eu vraiment un changement d'échelle dans ce domaine au milieu des années 80, quand est apparue la technique du microscope confocal. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des analyses, par exemple, d'objets fluorescents, traînées d'actine, qui étaient extrêmement difficiles à réaliser parce qu'on les voyait dans la globalité de la cellule, avec beaucoup de diffraction, et puis souvent ce qu'on appelle le quenching, c'est-à-dire qu'on épuisait très très vite la fluorescence et les photos étaient de mauvaise qualité. L'avantage du microscope confocal, c'est que ce microscope confocal analysait les cellules par plans successifs, et qu'au fond, l'illumination était beaucoup plus limitée. D'ailleurs, il y a eu d'autres systèmes ensuite, comme le spinning disk, qui ont permis de limiter encore plus l'illumination. Donc on gagnait à la fois en résolution de l'image et en retard au quenching, ce qui fait qu'on obtenait des images qui étaient souvent d'une qualité absolument exceptionnelle, et encore une fois, qui incitaient à avancer dans ces systèmes de façon plus importante, et donc on a publié pas mal de papiers à cette époque-là qui ont un peu soutenu tous ces développements. Mais on ne savait toujours pas ce qui se passait au niveau du microbe. On les voyait rentrer dans les cellules, on les voyait faire des galipettes à l'intérieur des cellules, passer d'une cellule à l'autre, mais on ne savait pas, au fond, la substance mécanique de ce phénomène. Alors, ce qu'on avait vu quand même, c'est que la bactérie sécrétait des protéines, et on savait qu'elles étaient sécrétées même in vivo, parce que lorsqu'on faisait des western blots avec du sérum d'animaux ou d'humains convalescents, on les retrouvait, ces protéines, et on savait qu'elles étaient codées sur un fragment du plasmide de virulence, ce qu'on appelait
les protéines IPA pour Invasion Plasmid Antigen. Et donc, on savait qu'il y avait des choses sécrétées. Mais comme on avait montré à l'époque avec Philippe Clerc que, au fond, cette lyse de la vacuole de phagocytose était liée à quelque chose qui ressemblait à une activité hémolytique, on pensait en fait que ces protéines étaient sécrétées par la bactérie, qu'elles allaient s'insérer dans la membrane. Alors j'ai retrouvé des schémas comme on essayait de rationaliser au fur et à mesure les observations, elles allaient s'insérer dans la membrane de la cellule eucaryote pour faire une espèce de pore, et qu'à partir de là, probablement, Philippe avait montré l'existence de flux calciques. C'est ça qui activait le cytosquelette et qui permettait la formation de ces projections, de ces protrusions qui allaient, au fond, absorber le micro-organisme. Et puis, il y a eu, dans le domaine de Salmonelle, le travail d'un collègue à Yale, il est toujours à Yale, Jorge Galán, et puis nos travaux à cette époque-là qui ont montré en fait l'existence de quelque chose de beaucoup plus, au fond, impressionnant que ces pseudopores qu'on imaginait à l'époque, qui était ce qu'on appelle l'appareil de sécrétion de type 3. Et là, il a été reconstitué par reconstitution informatique par une chercheuse postdoctorale qui s'appelait Ariel Blocher, qui était dans le labo à l'époque. Et vous voyez, c'est un très bel objet. C'est donc un corps basal qui, en fait, est inséré dans les membranes, membrane interne et membrane externe, et de ce corps basal émerge cette aiguille, en fait, c'est une véritable aiguille moléculaire qui va aller interagir avec la membrane de la cellule eucaryote, faire un pore quand même, ou en tout cas un translocateur, grâce au fait que certains effecteurs, et en particulier ceux qu'on avait repérés par les immunoblots, sont insérés, passent par cette aiguille et sont insérés dans la membrane et vont assurer la continuité en fait, de passage d'effecteurs bactériens dans le compartiment cytoplasmique de la cellule eucaryote. Alors ça, c'est l'aspect, je dirais, mécanique, c'est l'objet. Mais Claude Parceau, qui a rejoint le labo assez rapidement et qui s'était très vite intéressé à ce système, a pu véritablement disséquer complètement ce modèle au fil des années, avec des travaux vraiment remarquables qui ont montré que ces effecteurs microbiens injectés étaient associés à des protéines chaperons à l'intérieur du cytosol bactérien en attente d'être sécrétés, qu'il y avait une conjonction entre l'activation de la sécrétion lorsque le système s'engageait sur la membrane de la cellule eucaryote et une nouvelle vague d'expression d'un certain nombre d'effecteurs qu'il a appelés MXI et régulés par un système régulateur qu'il a appelé MXI-E. Et en fait, Claude a véritablement, en collaboration avec beaucoup d'étudiants et de postdocs au fil des années, fait véritablement vivre ce qu'était la fonction et la régulation de cet appareil de sécrétion de type 3, qui s'est avéré être un système assez fréquent dans les bactéries à gram négatif. Et puis un autre chercheur remarquable dans le laboratoire a été Guy Tranvagneux, qui est d'ailleurs au Collège de France, en tout cas jusqu'à présent. Et Guy est celui qui véritablement a mis le système dans l'ambiance signalisation, si je puis dire. C'est lui qui a montré en fait que certains de ces effecteurs, en particulier IPAC avec Joël Mounier, était capable d'activer la protéine SARC et qu'à partir de ce système d'activation de la protéine SARC se mettait en place toute cette cascade de nucléation et de polymérisation d'actine qui formait ces projections que vous voyez là, qui vont finir par capturer la bactérie, la ramener à la surface de la cellule et former cette poche d'entrée. Vous voyez là aussi une série de publications qui sont un petit peu historiques du domaine, depuis la formation initiale jusqu'à la réparation de ce foyer d'internalisation. Donc ça a été, je dirais, la phase biologie cellulaire qui se poursuit en essayant, bien entendu, de l'améliorer, de mieux comprendre un certain nombre de ces éléments. Mais toute cette interaction microbe, cellules, cytosquelette, dynamique du cytosquelette, ça a vraiment été caractéristique des années 90 et début des années 2000. Et ça fait vraiment notre pain et notre beurre, si je puis dire, là aussi pour prendre une expression anglo-saxonne, pendant pas mal d'années. Et puis il y a eu
une étape. Et je vous ai dit qu'on parlerait un peu des transitions pour montrer comment les choses avancent. Il est arrivé dans le labo en 91 un chercheur qui était au Rockefeller, Arturo Zichlinski, et qui avait vu un de nos papiers où on avait montré que Shigelle invasive tuait très très vite les macrophages alors qu'une Shigelle mutante non invasive ne les tuait pas. Et il avait décidé, comme il travaillait dans un laboratoire d'immunologie chez Zandvilken au Rockefeller, que c'était de l'apoptose. Moi, je n'avais jamais entendu le mot avant. Et il est arrivé dans le laboratoire avec ce sujet de travail, et il a effectivement montré, je dirais en quelques jours, même pas en quelques semaines, qu'il s'agissait effectivement d'apoptose. Le papier a été publié. Cette fois-ci, on ne nous a pas dit que c'était un artefact. Et ce qu'on a vu aussi très rapidement, c'est que contrairement à l'apoptose classique qui ne doit pas être source d'inflammation, puisque l'apoptose dans le développement, c'est quelque chose qui permet d'éliminer des tissus inutiles, comme par exemple tout ce qui est le tissu palmé entre les doigts chez le fœtus, va s'éliminer très discrètement par apoptose. Là, on a vu très vite que ce processus d'apoptose s'accompagnait d'une libération massive d'interleukine 1 bêta. Ne me demandez pas comment on a eu l'idée de faire ça. On l'a fait et c'était véritablement... Alors là, on a commencé à avoir des ennuis avec la communauté scientifique parce qu'on parlait d'apoptose pro-inflammatoire. On nous a dit que c'était hérétique comme terme. Et donc pendant plusieurs années, on a traîné ce boulet d'essayer de faire accepter à la communauté que l'apoptose, dans certaines conditions, que Arturo depuis a beaucoup mieux défini, était cause en fait d'un processus éventuellement inflammatoire. Maintenant, ça a été réglé par la magie de la sémantique, puisque quelqu'un a décidé d'appeler ça pyroptose, et tout le monde accepte maintenant le concept sans aucun problème. Comme quoi, la science, parfois, a des détours un petit peu bizarres. Donc Arturo, ça a été le début vraiment d'un travail scientifique passionnant, puis aussi d'une grande amitié, et au fond, aussi quelque chose qui nous a mis sur la voie de l'inflammation. On aurait pu s'en apercevoir plus tôt parce que Shigellose, c'est vraiment une maladie par excellence inflammatoire, mais disons au niveau fondamental, ça ne nous avait pas non plus, encore une fois, si intéressé que ça, d'autant plus qu'on était vraiment fasciné par ces histoires de cytosquelette. Donc on a commencé à s'intéresser à l'inflammation, et on a commencé à s'intéresser à l'inflammation avec une chercheuse postdoctorale canadienne qui s'appelle Dana Philpott, et puis très vite un étudiant qui s'appelle Stéphane Girardin. Ce qu'on avait vu avec Dana, que en fait, Shigelle reprogrammait les cellules épithéliales qu'elle infectait et leur faisait produire des cytokines pro-inflammatoires, en particulier de l'interleukine 8. On avait montré aussi que les bactéries non invasives, c'est-à-dire celles qui ne rentraient pas dans les cellules, étaient incapables de faire ça, ou elles le faisaient très tardivement. Et donc c'était l'époque de la découverte de TOL, en particulier de TLR4, et donc la notion, au fond, ne correspondait pas tout à fait à ce qu'on observait, puisque les TOL sont des senseurs extracellulaires qui sentent l'environnement extracellulaire de la cellule, alors que là, on était sur manifestement un mécanisme de perception intracellulaire de la présence de Shigelle, et plus qu'intracellulaire, d'intracytosolique, puisque Shigelle, très rapidement, s'échappe et vit dans le cytosol. Donc on a commencé à se poser des questions sur ce qui pouvait bien se passer. Là aussi, on a eu quelques soucis avec les articles au démarrage, parce qu'on nous disait « non, mais maintenant c'est réglé, c'est les TOL, qu'est-ce que vous venez nous rajouter une couche supplémentaire de complexité ?» Et malgré ça, on a, au tout début des années 2000, publié l'existence de ces molécules NOD, qui sont en fait des senseurs intracytosoliques de composants bactériens, et en particulier, on a identifié ces composants bactériens qui sont des fragments du peptidoglycane, c'est-à-dire du mur bactérien, des muramyl di ou tripeptides, et en particulier pour NOD2, le muramyl dipeptide. Donc ça, c'était à la fois une découverte importante, ce sont des papiers qui sont cités plus de 1000 fois parce que ça a été un des moments, et moi j'en suis fier quelque part parce que c'est grâce à la bactérie, c'est grâce à Shigelle qu'on a pu faire cette découverte. On n'aurait pas trouvé sans le microbe, je pense, ou alors ça aurait été trouvé beaucoup plus tardivement, et ça a été vraiment le début d'une quête dans beaucoup de laboratoires sur la planète pour des senseurs intracytosoliques. C'est aperçu qu'il y avait reconnaissance bactérienne, reconnaissance virale. Maintenant, la liste de ces molécules est très longue. Mais moi, et au fond, quelque part, c'est peut-être aussi le biais médical.
je commençais quand même à me rapprocher de plus en plus du problème de la pathogénicité en rapport avec la capacité d'un micro-organisme de causer l'inflammation. Et donc, au fond, l'idée, c'était qu'est-ce qui différencie un commensal, puisque les tolls, par exemple, reconnaissent des éléments bactériens, des éléments de structure, que ce soit le lipopolysaccharide, que ce soit des lipoprotéines, que ce soit de l'ADN non méthylé. Ça existe chez les pathogènes et chez les non pathogènes. Les nodes, pareil, du peptidoglycane, il y en a dans toutes les espèces bactériennes, qu'elles soient pathogènes ou non pathogènes. Donc, quelque part, cette notion de senseur ne suffisait pas nécessairement à expliquer la discrimination pour l'hôte entre des milliards de bactéries, par exemple, dans l'intestin, qui sont tolérées au jour le jour, et puis une shigelle qui s'approche de la surface, qui envahit une cellule et qui entraîne cette explosion inflammatoire avec cet afflux massif de polynucléaires neutrophiles. Et ça, à cette époque-là, ce n'était pas si clair que ça. Et au fond, cette notion de discrimination, on a commencé à essayer de la mettre en équation en écrivant des revues pour réfléchir un petit peu à ça. J'avais écrit une revue qui s'appelait Guérépet aux surfaces muqueuses, qui a été pas mal citée parce que justement c'est une réflexion sur cette notion de discrimination. Et en fait, on a très vite compris, nous et d'autres bien entendu, que ce qui comptait, ce n'était pas tellement la perception des éléments structuraux de la bactérie, c'était la perception du danger. Et du coup, l'expérience et la découverte, par exemple, de l'apoptose des macrophages et de la libération d'IL1, la découverte des nodes par le fait que les bactéries devenaient intracellulaires, prenait un sens et un angle un petit peu différent, parce que d'un seul coup, on s'apercevait que ce que l'autre reconnaissait, au fond, c'était certes des composants bactériens, mais des composants bactériens dans une position où ils ne devraient pas être. Et pour la mort du macrophage, c'était clairement l'effet d'une bactérie pathogène qui n'existait pas cette fois-ci chez un commensal. Mais là, pour Node, c'était le fait qu'une bactérie était dans une cellule, ce qui est une situation tout à fait anormale. En temps normal, on ne trouve pas de bactéries dans les cellules. Il faut que ce soit un pathogène qui ait la capacité d'y rentrer. Donc d'un seul coup, on s'apercevait qu'on avait établi quelque part un lien entre cette notion de présence de facteurs microbiens, mais la nécessité de cette couche supplémentaire de signalisation du danger. Et ça revenait un petit peu à ces théories, peut-être un petit peu exagérées à l'époque, de Polly Matziger aux États-Unis sur, au fond, le danger comme l'élément primordial de déclenchement de la réponse immunitaire. Mais au fond, on commençait, grâce à Shigel, à accumuler un certain nombre d'arguments dans ce domaine. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est la mort cellulaire par apoptose du macrophage, qui, en fait, par l'intermédiaire de la protéine IPA-B, là, qui va s'insérer dans la membrane, court-circuite l'ensemble des mécanismes de sensing intracellulaire et va directement activer une enzyme, une caspase, qui en fait clive des cytokines pro-inflammatoires, des procytokines IL1 et IL18, qui vont entraîner, alors que l'apoptose se met en place, la libération massive de ces cytokines et la réponse inflammatoire. Et ça, c'est du danger. On n'est plus dans le domaine de la perception d'un composant microbien. Il y a bien entendu les molécules nodes qui répondent à la présence intracellulaire d'un microbe ou d'une quantité excessive de produits de ce microbe. Les deux sont des éléments, là aussi, de danger. Et donc, la mise en place d'un circuit par RIC2 et NF-κB d'une réponse pro-inflammatoire qui, là aussi, est tout à fait massive. Et puis, au fil des années, on a découvert d'autres mécanismes de signalisation du danger, en particulier avec une chercheuse postdoctorale qui s'appelle Andrea Puar. On a pu montrer, par exemple, que lorsque Shigel engageait une cellule épithéliale, même chose avec Salmonelle, en réalité, cet engagement entraînait l'activation de ce qu'on appelle des connexines, qui sont des hexamères qui forment des pores à la surface des cellules dans la membrane nucléaire. Et en fait, ces hémicanaux libèrent ou permettent le passage de petites molécules, de petits poids moléculaires, et en particulier des nucléotides comme l'ATP. Et en fait, la présence de l'ATP dans le milieu extracellulaire est un poison important pour les tissus, puisque ce
grâce à leur reconnaissance par les récepteurs purinergiques, entraînent une réaction inflammatoire massive. Et là, on avait un autre élément du danger, c'est-à-dire une cellule épithéliale est engagée par un pathogène, elle ouvre les écoutilles, libère des quantités massives d'ATP par ses hémicanaux, et cette quantité massive d'ATP très rapidement active l'inflammasome, la production d'IL-1β et un certain nombre de programmes pro-inflammatoires. Donc tout doucement, grâce à Shigel, on a accumulé une espèce de mosaïque de signaux de danger qui permettent véritablement de reconstruire, je dirais, une espèce de modèle global de l'infection qui nous a permis, ça c'est 35 ans de travail en une diapo, de reconstituer la partie, je dirais, biologie cellulaire et puis la partie programmation, reprogrammation pro-inflammatoire avec les macrophages, les cellules épithéliales et ces différents mécanismes moléculaires de danger dont je vous ai parlé. Donc ça, c'était une étape qui nous a amenés au milieu des années 2000. Et puis, toujours grâce à Shigel, au fond, on a commencé à s'apercevoir d'un certain nombre de choses et ça a remis d'aplomb, je vous parlais du travail de Claude Parceau tout à l'heure sur la régulation et cette vague de transcription qui était induite lorsque l'appareil de sécrétion de type 3 était activé. Et on s'est aperçu que beaucoup de ces molécules, un certain nombre d'entre elles en tout cas, changeaient le comportement des cellules lorsqu'elles étaient injectées dans ces cellules par cet appareil de sécrétion de type 3. Et très vite, on s'est aperçu que plusieurs de ces composants étaient anti-inflammatoires en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, la logique du système est probablement que la bactérie, dans un premier temps, a besoin d'être pro-inflammatoire parce que ça lui permet de disloquer la barrière épithéliale intestinale, et ça, on l'a bien montré, y compris par l'induction de l'afflux de polynucléaires neutrophiles qui vont rompre les jonctions cellulaires et faciliter la voie. Alors, un certain nombre de bactéries vont mourir en route, bien entendu, mais un certain nombre survivent. Et celles qui vont survivre ont besoin de rétropédaler, si je puis dire, et de diminuer cette inflammation si elles veulent que leur processus infectieux soit une échéance qui leur permette véritablement de survivre. Parce qu'après tout, ces pathogènes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent se multiplier, hein, comme tout être vivant. Et s'ils sont gênés dans cette multiplication, soit ils disparaissent, l'extinction de l'espèce ou du sérotype ou autre, soit ils trouvent des moyens, avec la coévolution et cette pression sélective majeure, grâce à l'acquisition d'un certain nombre de gènes exogènes, de finalement assurer le contrôle des réponses de l'hôte. Et donc on a retrouvé une série de ces gènes codés par le plasmide de virulence dans ce contexte-là, qui étaient des gènes puissamment anti-inflammatoires. Vous avez un certain nombre de papiers. Là, un gène codant pour une protéine qui s'appelle OSPG, qui bloquait l'activation de la voie NF-kappa-B. On a, avec Laurence Arbib en particulier, démontré que ces mécanismes pouvaient être extrêmement sophistiqués. Par exemple, une protéine qui s'appelle OSPF va dans le noyau de la cellule eucaryote. En fait, c'est une liase qui élimine la capacité de phosphoryler les MAP kinases, qui sont des éléments régulateurs très très importants de l'activation de la polymérase 2 pour la transcription des gènes d'inflammation. Et donc Laurence a disséqué complètement le fait que cette molécule allait s'associer grâce à une protéine qui s'appelle HP1 gamma à cette machinerie de transcription des gènes pro-inflammatoires et en fait modifiait les marques des histones et par ce changement de conformation de la chromatine éteignait l'expression des promoteurs pro-inflammatoires. Vous voyez, c'est des systèmes extrêmement originaux, extrêmement complexes qui au fond marquent le côté absolument sauvage de la pression sélective qu'ont eu à subir ces micro-organismes et la nécessité de sortir, on ne sait d'où en fait, on ne sait pas d'où viennent ces enzymes. Les séquences n'ont aucun rapport avec des enzymes d'activité équivalentes chez les eucaryotes. Donc c'est probablement des choses qui viennent de la nuit des temps de bactéries sous-marines qui ont dû avoir à lutter contre des amibes prédatrices ou choses comme ça. Mais on n'a aucune idée de l'origine de ces gènes, pour être très honnête.
Et au passage, Andrea a aussi montré dans son travail que cette activation des hémicanaux, libérant l'ATP, était en fait bloquée par l'injection d'une molécule qui s'appelle IPGD, qui est une phosphatidylinositol phosphatase, en fait, qui va faire produire du PI5P qui ferme les hémicanaux et, au fond, bloque ce signal de danger et empêche la cellule épithéliale, au fond, de crier alarme lorsqu'elle est engagée par une bactérie pathogène. Donc, on a peu à peu, donc, on est parti dans le sens inflammation et puis on est revenu dans le sens anti-inflammation pour essayer de voir un petit peu cet équilibre qui porte sur des tas de composants de l'inflammation, en tout cas de la réponse innée, y compris les peptides antimicrobiens dont la transcription est considérablement diminuée. Et tout ça, au fond, traduit une espèce de dégradation massive de l'équilibre de l'épithélium. Et Nathalie Sauvonnet, par exemple, dans le laboratoire, a montré ces dernières années que, par exemple, des protéines injectées par Shigella dans les cellules entraînaient la rupture, la dislocation complète de l'appareil de Golgi et donc bloquaient les mécanismes de sécrétion cellulaire, les mécanismes de polarisation de l'épithélium, puisque la polarité est liée à la capacité de diriger spécifiquement certaines protéines du côté apical ou du côté latérobasal. Donc tout ça est une espèce de subversion massive qui, au fond, traduit, encore une fois, ces mécanismes pathogènes que Shigella et d'autres pathogènes ont permis de montrer. Alors, Armel, qui est une immunologiste, elle regardait ces histoires de cytosquelettes parfois avec un petit peu de distance, parce que ce qui l'intéressait, elle, c'était comment Shigella était reconnu par le système immunitaire et comment éventuellement, dans le même axe de travail qui se dégageait peu à peu, pouvait éventuellement rompre cette résistance immunitaire et au fond assurer la subversion de la défense immunitaire locale au système muqueux, mais éventuellement dans les ganglions mésentériques associés là où commence la réponse immunitaire à ce type de pathogènes invasifs. Et donc, au fil des années, elle a montré, en particulier ces dernières années avec une série de très très jolis papiers, à quel point Shigella, et en particulier certains de ses effecteurs injectés, parfois même sans avoir à envahir les cellules du système immunitaire, pour les lymphocytes T, simplement en les touchant et en les injectant, un peu comme une seringue, pouvait bloquer le recrutement, par exemple, des systèmes qui permettent la chémotaxie et donc la motilité, et donc immobiliser les lymphocytes T. Et elle a disséqué avec ses collègues les mécanismes moléculaires. Elle a montré comment aussi ces cellules pouvaient tuer les lymphocytes B. Donc il y a eu toute une série de manuscrits que j'ai sélectionnés ici qui ont bien montré que, au fond, ce qu'on anticipait ou ce qu'on avait démontré sur le système inné, sur l'inflammation, pour simplifier, était tout aussi valable sur la subversion de la réponse immunitaire adaptative, et que donc Shigella était un vrai micro-organisme immunosuppresseur, et elle en reparlera dans son séminaire, et donc, au fond, assurait sa survie à la fois en étant anti-inflammatoire et en empêchant la reconnaissance spécifique. Donc tout ça, ça a été vraiment des moments intéressants et aussi des moments de développement de certaines techniques un petit peu innovantes, comme par exemple justement dans le cortex superficiel des ganglions, de montrer comment le contact entre les lymphocytes T et les bactéries, c'était le travail d'une postdoc, Vilmara Salgado, qui travaillait avec Armel, comment ces bactéries pouvaient en fait perturber la dynamique de motilité des cellules T, et on peut faire du tracking de ces cellules et montrer que c'est celles qui sont en contact avec les bactéries qui sont celles qui bougent le moins. Donc tout ça rentre aussi dans cette notion d'analyse à haut débit, de big data, si vous voulez, qui nécessite à la fois un bon système expérimental, éventuellement in vivo ou ex vivo, qui nécessite des moyens d'observation de très haute résolution comme le microscope à 2 photons ou les nouveaux systèmes de microscopie confocale qui permettent d'aller assez profond dans les tissus,
et puis bien entendu des moyens bioinformatiques d'analyse des données si on veut arriver à ce tracking paraît simple comme ça, mais c'est quelque chose bien entendu d'extrêmement complexe à réaliser. Donc la morale de tout ça, c'est qu'en fait, on pourrait s'arrêter là d'ailleurs, parce que je suppose que le temps passe. La morale de tout ça, c'est qu'au fond, ces bactéries pathogènes, contrairement à ce qu'on croyait au début, elles peuvent se présenter véritablement sous plusieurs aspects. Alors, au Collège de France, il faut faire semblant qu'on parle un peu les langues anciennes. Donc, mais j'ai retrouvé, c'est vraiment des poteries grecques de la grande époque, où on voit, je pense que c'est Achille et Agamemnon qui jouent au dé, mais ils sont armés, hein, c'est la veille armée. Quand j'avais écrit cette revue Guerre épée aux surfaces muqueuses, j'avais commencé l'abstract, le sommaire, en mettant Civis Pacem Parabellum. Et l'éditeur m'avait dit « Please translate ». Bon, bref, ça m'avait un peu énervé. Et donc, bon, bah, vous avez la paix, hein, Irénée, vous avez la guerre ouverte, Polémos, et puis vous avez les bactéries comme Shigelle, mais comme beaucoup de micro-organismes. Shigelle est vraiment très particulier, Salmonelle, Yersinia aussi, a cette capacité d'avoir accumulé ces dizaines, voire plus, Legionelle à 300 effecteurs possibles sécrétés par un appareil de sécrétion de type 4 qui vont empoisonner la vie du macrophage dans les voies respiratoires. Et donc, c'est toutes ces métis, c'est la ruse, c'est la capacité qu'ont ces microbes, au fond, à échapper et à monter un système qui est très similaire au cheval de Troie. Donc voilà, j'avais encore quelques diapos, mais je pense que vous devez être quand même complètement saturé, donc je vais arrêter là. Juste pour dire que tout ce domaine de la pathogénicité des maladies infectieuses, il évolue très vite, il continue à évoluer avec deux niveaux au fond. Un niveau qui est un niveau de plus en plus ultrastructural, d'arriver maintenant au niveau des molécules, bien entendu, à l'intérieur des cellules en particulier, avec des systèmes d'imagerie à très haute résolution, avec des miracles technologiques tels que maintenant on arrive quasiment avec l'imagerie optique à un degré de résolution qu'on obtenait auparavant uniquement avec des systèmes de microscopie électronique. On voit les deux domaines se rapprocher et se combiner de façon exceptionnelle, avec les nouveaux outils comme la cryo-microscopie électronique à tomographie qui permettent de reconstituer aussi en microscopie électronique l'aspect tridimensionnel des objets qu'on observe dans les cellules. Donc tout ça est bien entendu intégré très très rapidement. Les gros progrès sont aussi dans l'editing des génomes microbiens, des génomes des cellules eucaryotes cibles, de manière à générer des librairies de mutants qui permettent d'identifier des récepteurs à des facteurs de pathogénicité microbienne. CRISPR-Cas a été un des éléments. Il y a des systèmes maintenant, on a pu détecter le récepteur du virus Ebola, par exemple, ou d'autres virus de fièvre hémorragique qui avaient échappé jusqu'à présent, grâce au fait à l'édition des génomes des cellules cibles, des lymphocytes cibles, et de montrer au fond que c'était, par exemple, un récepteur de la maladie de Niemann-Pick, qui était le récepteur d'Ebola, dans le compartiment intracellulaire au niveau du réticulum endoplasmique. Donc il y a tout un tas de progrès qui sont liés aussi, encore une fois, tirés par les technologies qui permettent d'avancer dans le domaine. L'autre gros domaine de développement dans le domaine de la physiopathologie, c'est vraiment l'étude des régulations. C'est l'irruption, bien entendu, des petits ARN chez les bactéries et des micro-ARN chez les cellules eucaryotes. Toute la notion d'épigénétique, le fait qu'on parle maintenant de plus en plus aussi d'immune training, c'est-à-dire qu'en dehors de la réponse adaptative classique, on a aussi, probablement par des mécanismes épigénétiques, une reprogrammation des cellules infectées par un micro-organisme qui vont répondre de façon plus violente ou plus régulée, éventuellement dans un deuxième temps, à une nouvelle infection. Donc il y a tout un tas de domaines qui émergent à l'heure actuelle dans cette médecine moléculaire, des pathogènes qui sont passionnants. Il y a aussi tout un domaine qui se développe qui est celui de la vie des pathogènes hors de l'hôte.
C'est ce qu'on appelle maintenant l'écopathologie. Très jolis exemples sont les exemples du vibrio cholérique, par exemple, qui au fond, la pathogénèse du choléra, c'est quelque chose, c'est un accident de parcours, même si ça peut donner lieu malheureusement à des milliers de morts lors d'une épidémie. Au fond, le choléra n'en a rien à faire de vibrio cholérique de l'être humain. Ce qui l'intéresse, c'est de vivre sur du zooplancton dans des eaux extuarines, dans des régions chaudes de la planète. Et donc, tout ce travail consiste à, au fond, remettre les facteurs de pathogénicité identifiés chez les mammifères dans le contexte de ce qu'est la vraie vie de ces pathogènes, c'est-à-dire leur vie environnementale, ou en tout cas pour ceux qui ont une vraie vie environnementale. Donc tout ça, ce sont des domaines d'avenir de notre discipline, avec beaucoup d'applications éventuellement pratiques dans la lutte biologique contre ces microbes. Et puis il y a toute une autre partie qui est de cette espèce de passage de ce qu'on a appelé la microbiologie cellulaire ou subcellulaire à la microbiologie tissulaire, et à commencer à véritablement pouvoir traiter ces phénomènes de pathogénicité dans des modèles de tissus et au fond analyser à l'échelle de la cellule à l'intérieur du tissu infecté. Et ça, les outils maintenant permettent de commencer à le faire, à la fois l'aspect microscopique, mais aussi l'aspect analytique. Par exemple, on peut maintenant, avec ce qu'on appelle le MALDI-TOF, qui est une combinaison en fait, d'un système laser avec une analyse en masse spectrométrie, on peut désorber ce qu'on appelle des vortex, c'est-à-dire des toutes petites volumes de tissus, les faire passer dans le MALDI-TOF et les analyser et faire une véritable cartographie des éléments, cytokines, protéines en général, qui composent le paysage de développement d'un foyer infectieux. Donc, toutes ces nouvelles technologies, quelque part, permettent maintenant d'être de plus en plus ambitieux dans l'analyse de la pathogénicité. Effectivement, quand je compare ça à mon transfert interrompu de début de carrière, il y a des moments où je me sens aussi stupide que devant mon iPhone par rapport aux jeunes. Et donc voilà, c'est un domaine qui se développe, qui va continuer à se développer, heureusement, qui a redonné un peu quelque part de vie à la microbiologie, parce que les étudiants commençaient à s'écarter un peu de la microbio, parce qu'on avait l'impression que c'était une discipline un petit peu en somnolence, et en réalité, tout ça, c'est des domaines qui sont très attractifs pour des jeunes chercheurs, parce que c'est à la fois conceptuellement, c'est passionnant, il y a des applications aussi, éventuellement, des vaccins, des antibiotiques, des diagnostics. Et puis, il y a cet aspect haute technologie qui est tout à fait... On voit de plus en plus s'insérer là-dedans. Je vais vous montrer un exemple, mais je peux vous le dire simplement oralement. Tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle, on peut maintenant scanner des organes entiers pour l'existence de foyers infectieux grâce à des marqueurs fluorescents et avoir donc une approche complètement non biaisée de l'observation, de l'analyse qu'on fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'observer une centaine de foyers infectieux et puis de prendre de temps en temps, en le voulant ou pas, ceux qui nous arrangent, on a une machine qui, au fond, le fait sans état d'âme, de façon totalement non biaisée, et sur des milliers de foyers, sur des logarithmes au-dessus. Et donc la moyenne-âge de toutes ces données va permettre d'avoir des éléments qui sont totalement, encore une fois, non biaisés et parfois très, très intéressants dans les résultats qu'on observe. Donc l'intelligence artificielle fait aussi partie maintenant quasiment de la vie de tous les jours, de l'analyse des données, au fur et à mesure en plus que ces données augmentent en quantité de façon impressionnante. Donc voilà, c'était pour juste terminer sur une note optimiste, bien entendu, et clore un peu ce chapitre qu'on a traité sous divers angles au fil des années dans cette chaire de pathogénicité bactérienne, virale, un peu moins parasitaire parce que ce n'était pas véritablement mon domaine. Voilà, je vous remercie, je vous propose... Pardon.